Donc l'idée de cet ouvrage, c'était de répondre à certaines croyances ou idées reçues qu'il pouvait y avoir sur le numérique. Donc on s'est posé la question de savoir quelles étaient les croyances qui revenaient le plus quand on discutait avec des pédagogues, des enseignants, des ingénieurs TIS, ou Monsieur Tout-le-Monde. Finalement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'espérance dans l'émergence de nouvelles innovations technologiques pour la pédagogie. Et donc on s'est demandé, effectivement, est-ce que ces croyances sont fondées? Est-ce qu'elles reposent sur une réalité? Et qu'est-ce que peut nous apprendre la science et les travaux scientifiques sur ces questions? Le thème du livre, c'est un thème qui m'intéresse depuis des années. L'idée que quand on travaille dans un domaine, moi ça fait 25 ans que je fais la recherche sur ce sujet-là, de l'apprentissage avec le numérique. Et quand on fait de la recherche sur un sujet comme ça qui intéresse aussi l'actualité, les journalistes, les politiques, les cadres des grandes institutions ou des grandes entreprises, on est toujours un peu choqué par le décalage qu'il y a entre des grandes affirmations comme ça, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va marcher, ça va être super, et les résultats qu'on obtient dans les recherches. Donc ça, c'est le thème. Je sais que ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Chaque fois, j'écris à peu près un livre par an, c'est toujours cette même frustration de dire on a écrit le bouquin, et puis il va vite sa vie, sans qu'on sache comment il est reçu. Non, les croyances, dès qu'on a une innovation technologique, on a toujours eu des croyances liées après aux perspectives pédagogiques qui peuvent émerger grâce à ces technologies. L'insertion de l'informatique dans le milieu scolaire, on a déjà observé des croyances fortes. On a eu des croyances aussi avec l'émergence du multimédia. Donc on disait par exemple déjà il y a 20 ans, le multimédia, ça va rendre les élèves plus motivés, ça va leur permettre d'être plus attentifs, de mieux comprendre les choses, et on s'aperçoit que c'est loin d'être si simple, que parfois il peut y avoir certains intérêts, et parfois il peut y avoir quelques contraintes ou quelques limites. C'est ce qu'on a mis en exergue là, quand on a trouvé cette citation de Thomas Edison qui dit « Les livres vont bientôt disparaître des salles de classe », ou « Les livres seront bientôt obsolètes dans les salles de classe ». Ce qui est fascinant, c'est de constater que Thomas Edison n'avait absolument pas envisagé à quel point le cinéma allait bouleverser la culture. Alors, l'idée déjà simple par rapport à l'outil, c'est que l'outil est un outil. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler à pas mal de personnes, que ce soit un outil multimédia, un ordinateur, une tablette, un smartphone, une classe virtuelle, etc. À un moment, c'est un outil. C'est un outil qui permet de mettre en place certaines activités. Des activités à distance, des activités collaboratives, individuelles, etc. Ce qui est important pédagogiquement, c'est la scénarisation de ces activités. Donc comment j'organise ma formation, soit à un niveau micro, ça peut être temporellement très court, sur l'heure, sur 2 heures, ou une formation sur l'année. C'est comment je vais scénariser cette formation. Et à un moment, dans ce scénario, comment je vais recourir à certains outils technologiques ou pas. Alors j'ai l'impression que les gens qui font le métier de formateur ou le métier d'enseignant, ils savent que les ressources, c'est que des ressources. Ça peut être génial, mais ça ne remplace pas le cœur du métier qui est de concevoir un scénario pédagogique. L'idée, moi, que je défends avec Franck, c'est que ce qui est en train de se passer est absolument extraordinaire. L'arrivée des ressources numériques, c'est absolument fabuleux. Mais ces ressources, il faut se poser la question de comment on les intègre dans un dispositif de formation. Ces ressources, ce n'est pas en soi un dispositif de formation. Et quand on conçoit un dispositif de formation, que ce soit des élèves ou des professionnels, toujours on se pose la même question. Qu'est-ce que je vais leur faire apprendre? À quel point ils sont loin de ces objectifs-là? Autrement dit, quel chemin ils vont devoir, quelles étapes ils vont devoir franchir pour atteindre cet objectif. Du coup, combien de temps ça va me prendre? Il va me falloir 1 semaine, il va me falloir 6 mois pour les former. Puis après, on se pose la question de qu'est-ce que je vais leur faire faire maintenant que j'ai mes étapes.
Est-ce qu'il va falloir qu'ils résolvent des problèmes? Est-ce qu'il faut en faire une enquête? Est-ce que je dois leur faire un cours avec des explications? Est-ce qu'on doit faire des exercices d'entraînement? Si c'est un geste technique qui est visé, ben, quelle situation d'entraînement technique? Puis, je ne sais pas, hein, qu'est-ce qui va plutôt relever pour eux de la découverte? Est-ce que je les mets en situation d'enquête, etc. Et c'est une fois que j'ai défini ça, dire mes objectifs, ma progression et les tâches, c'est une fois que ça c'est défini, que je me dis, bon, avec quelles ressources? Donc mon scénario, il n'y a pas le bon scénario pédagogique et le mauvais scénario pédagogique. Je dirais que la priorité, c'est de pouvoir atteindre les objectifs. C'est quand même pour moi l'essentiel. Maintenant, il y a plusieurs façons de l'atteindre. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent amener à un même objectif. Mais voilà, je pense qu'il faut partir du scénario, indépendamment des outils, et après commencer à aller intégrer les outils qu'on a à disposition. Et évidemment, les outils peuvent aussi avoir une fonction de push, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous amener à innover, à créer de nouvelles activités qu'on n'aurait pas faites sans ces outils, bien sûr. Donc c'est une itération, hein. Je ne suis pas en train de dire l'outil, il faut juste aller le chercher en fonction du scénario. On revient sur le scénario en fonction des outils qu'on a découverts aussi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas partir en focalisant sur l'outil comme le font certains. Voilà, c'est-à-dire que tiens, mes élèves, ils vont utiliser cet outil. Et maintenant, j'organise toute ma pédagogie autour de cet outil. Je pense que ça, c'est pas la bonne idée. Pour une même performance, l'efficience va consister à mobiliser plus ou moins de moyens. C'est-à-dire que si pour atteindre une même performance, j'ai dû mobiliser des moyens importants, en termes de temps, en termes de coûts, d'investissement financier, alors pour moi, c'est peut-être moins efficient qu'une situation qui m'amène au même résultat, aux mêmes performances, mais pour des temps d'apprentissage plus courts, des coûts moins importants. Maintenant, attention à ne pas tomber dans la croyance inverse, c'est pas parce que je crois que l'outil m'est utile qu'il l'est forcément. C'est-à-dire qu'il y a plein de travaux hein, sur la métacognition, on a des collègues qui travaillent là-dessus, qui montrent bien qu'on peut avoir une croyance sur sa façon d'apprendre, sur les performances de l'outil, et qui est une croyance relativement distante de la réalité. C'est-à-dire que l'outil n'est pas si performant que ça en termes d'acquisition de compétences, mais l'apprenant a l'illusion, et je dis bien l'illusion, qu'il apprend mieux avec l'outil. Le risque, c'est qu'on ait des gens après qui vivent dans une illusion que l'outil leur permet d'être plus performants alors qu'ils ne le sont pas. Et s'ils ont cette illusion, le risque, c'est qu'après, ils vont avoir du mal à réguler leur propre apprentissage, puisqu'ils ont une mauvaise évaluation de ce qu'ils savent ou ce qu'ils ne savent pas. Or ça, on sait que c'est un vrai problème pour l'apprentissage. Il vaut mieux avoir une bonne conscience de ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, pour pouvoir justement mettre en place les bonnes activités. C'est ça, l'idée c'est une fois que j'ai un scénario de qualité, les ressources numériques sont fabuleuses. C'est-à-dire qu'il y a plein de registres dans lesquels, maintenant que je sais bien ce que je vais enseigner ou former, que je sais bien avec quelle tâche je vais le faire, je vais... Alors parfois, le paradoxe hein, qu'on n'a pas du tout abordé dans le bouquin, mais qui est quelque chose qui m'intéresse depuis des années, c'est que je suis en train de dire que les ressources, elles ont une place secondaire. C'est-à-dire que la place centrale, c'est la définition de mes objectifs, la progression et les tâches. Qu'est-ce que je vais faire? Mais pour que les ressources aient une place secondaire, c'est-à-dire qu'elles viennent quand j'ai défini le reste, il me faut une grande culture technologique. Il faut que je connaisse tout ce qui existe comme ressources numériques. On s'imagine ces nouvelles générations qui sont nées avec Internet, maintenant ces nouvelles générations qui grandissent avec un iPad, etc. Finalement, ça y est, sont déconnectés de toute situation traditionnelle, papier, qu'ils ne peuvent pas s'intéresser si ça ne bouge pas, s'il n'y a pas de la vidéo, s'il n'y a pas du numérique, et que tous finalement sont compétents pour apprendre avec les outils numériques puisqu'ils les pratiquent depuis petit. Et en fait, il faut bien dissocier les compétences d'usage du numérique en loisirs, en communication par exemple Facebook et autres, de l'usage pédagogique. Et les élèves eux-mêmes, quand j'interroge des élèves, font la distinction. Comme ça. Alors, ça c'est une question différente qui est tout aussi importante, c'est que à chaque fois
que l'espèce humaine crée une nouvelle technologie de la connaissance, cette technologie, elle crée une nouvelle culture. Ça, je veux dire, ça s'est passé avec l'imprimerie, ça s'est passé avec l'invention de l'écrit, ça s'est passé avec l'invention du cinéma. À chaque fois, c'est la même histoire. Hein. C'est que dès qu'il y a une nouvelle technologie de la connaissance, il y a une nouvelle culture. Et vraiment, avec ces nouveaux codes, avec ces nouvelles œuvres, avec ces nouveaux auteurs, ces nouveaux artistes, etc. Ça, il y a des nouvelles cultures, et donc il y a des cultures numériques, c'est pas du tout le problème. Mais je crois qu'il faut complètement distinguer cette question-là de la question de qu'est-ce qu'on fait avec ces outils en classe. Mais ça, moi, je crois absolument pas à cette idée de on a oublié la transmission. Et la transmission n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Jamais de toute l'histoire de l'humanité, les élèves sont restés aussi longtemps à l'école. Jamais les humains ont passé autant de temps à étudier qu'aujourd'hui. Jamais les humains n'ont passé autant de temps à lire qu'aujourd'hui. Donc pour moi, l'opposition nouvelle culture numérique et culture classique, elle ne m'intéresse pas. Je ne me la pose pas. Pour certains chapitres, certaines questions qu'on pose, oui, indéniablement. Pour d'autres, non. Ça, clairement, par exemple, à un moment, on s'est intéressé à la plus-value de l'image animée, hein, où on montre que l'image animée, pour comprendre des phénomènes complexes et dynamiques, c'est très utile en fin d'apprentissage et pas en début d'apprentissage, où ça impose, hein, où il y a trop de complexité dans la perception de l'image, gêne la compréhension par rapport à une succession d'images statiques. Ça, les études là, elles donnent exactement les mêmes résultats chez des adultes en formation professionnelle et chez des élèves et chez des étudiants qui font un CAP en électricité. Là, c'est un problème cognitif, ouais, c'est un problème en gros de fonctionnement de nos processus attentionnels et des liens entre processus attentionnels et compréhension. Donc ça, c'est vraiment pas dépendant de l'âge. D'ailleurs, c'est aussi intéressant cette question parce que c'est sans doute une des difficultés qu'on a avec le mythe là, des digital natives, hein, le fait que les enfants qui sont nés avec un ordinateur auraient des capacités supérieures à la génération précédente. Marketing. Ah ouais. Alors, nous, c'est une très bonne question. C'est-à-dire, c'est toujours la question de la généralisation, du degré de généralisation des résultats dans les études. Donc c'est pour ça qu'on a essayé dans l'ouvrage d'aller chercher ce que nous on appelle des revues de littérature, des méta-analyses, c'est-à-dire des articles scientifiques qui font ce travail de recensement des différents travaux sur une question précise. Et ils sont allés voir, en gros, sur l'ensemble des travaux sur cette question, est-ce qu'il y a des conclusions convergentes? Est-ce qu'on retrouve toujours les mêmes choses? Ou au contraire, comme les serious games, il y a des divergences, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Donc on a essayé de partir de certains travaux qui balayent la littérature et de s'appuyer sur leurs conclusions pour dire déjà, voilà, un premier niveau de généralisation possible. La question de l'enfant et de l'adulte, dans l'ouvrage, on se base principalement sur des travaux liés à l'adulte. Donc, pour ce qui est de la formation de l'adulte, je dirais que beaucoup de nos travaux sont faits avec des étudiants. Et la valeur de l'enseignant, donc pas ajoutée, mais la valeur de l'enseignant, pour moi, exactement, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que on a plein de travaux depuis le e-learning, justement, qui montrent qu'il y a des difficultés à être autonome pour un apprenant à distance, qu'il y a des taux d'abandon qui peuvent être très importants, on l'a vu. Dans les MOOC aussi, hein. Donc dans les MOOC, on dit oui, tiens, il y a tel pourcentage qui réussit. Oui, parce qu'effectivement, ils ont après des situations propices pour étudier, ils ont des compétences qui leur permettent d'être autonomes, ne serait-ce que des motivations fortes, par exemple. Est-ce que pour autant, l'outil, le dispositif est suffisant? Non, on voit qu'on a besoin des enseignants, dans le sens où il y a une recherche de lien social, à travers les forums, les moyens de communication, le présentiel, par exemple. Nous, quand on fait de l'enseignement à distance, il y a une demande forte de moments de présentiel, de regroupement. Et voilà, et les gens ont besoin de ça, mais même pour le lien humain. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de contact et d'échange au-delà même des simples outils numériques.
Bon, nous, on continue nos travaux de recherche sur les questions justement de la perception des outils, de l'efficacité des outils et quel est le lien entre les deux, c'est-à-dire est-ce que certaines perceptions des outils qui sont positives, négatives, peuvent jouer sur la façon dont j'utilise l'outil et sur son efficacité, et inversement, comment mon expérience avec l'outil peut jouer sur ma perception de l'outil, de mon activité pédagogique ou d'apprentissage. Et donc c'est des questions nous on est en train d'étudier notamment avec les tablettes tactiles. Donc on travaille avec des collègues sur l'établissement, l'université, mais aussi dans les établissements scolaires. Après, en termes d'ouvrage, moi je sais que de plus en plus ce qui m'intéresserait, c'est de refaire le même type d'ouvrage, mais plutôt que de questionner des croyances, c'est de dire maintenant quelles sont les recommandations que l'on peut faire pour aider les gens à concevoir des dispositifs de manière plus rationnelle. En gros, qu'est-ce que les humains trafiquent là, avec ces technologies de la connaissance, quoi. La question, je pense qu'elle était déjà formulée par Michel Serres il y a une vingtaine d'années, qui est de dire finalement les technologies de la connaissance, en gros, est-ce que ce sont des technologies de la mémoire, est-ce que ce sont des technologies qui assistent notre intelligence